Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés, Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Donc, bonjour Monsieur Javary. Bonjour. Vous êtes sinologue. Vous avez écrit de nombreux livres sur les philosophies chinoises, notamment un livre qui s'appelle La dynamique du monde, un autre sur les... Yin-Yang, la dynamique du monde. Yin-Yang, les trois sagesses chinoises. Et vous êtes aussi un spécialiste du... Alors, je ne sais pas comment on prononce. En chinois, on prononce I Ching, mais en français, on a l'habitude de franciser les noms, donc on va continuer à dire Yi King. Très bien. Donc, Yi King, si ça ne vous dérange pas, parce que pour moi, c'est plus simple pour la prononciation. Bien sûr. Et vous avez créé une association qui s'occupe de diffuser tout ce qu'il y a autour de ce livre de sagesse. Oui, enfin, cette association s'appelle Centre Joyi. Joyi, c'est le nom chinois du Yi King. Et c'est une association pour l'étude et l'usage du Yi King. C'est-à-dire qu'elle est centrée sur le Yi King, à la fois sur apprendre aux gens à s'en servir, parce que c'est un livre utile pour la vie quotidienne, et en même temps faire des recherches pour essayer de fouiller, de comprendre ce texte qui présente pas mal d'ambiguïté. Voilà, donc j'envoie ceux qui écoutent cet entretien, ils peuvent trouver facilement votre site internet sur Google, et là ils peuvent avoir accès aux événements que vous projetez régulièrement sur Paris et ailleurs. Alors le site c'est www.johi.org. Très bien. Alors pour commencer, je me disais, le Yi King, c'est donc un livre traditionnel chinois. Est-ce qu'on est capable vraiment de remonter, on va dire, sa date de naissance, entre guillemets, et est-ce qu'on est capable de dire qui a écrit, en tout cas, la première version, ou est-ce que ça a été vraiment imprégné au fur et à mesure du temps par les différentes philosophies, courants qu'ont traversé la Chine? C'est pire que ça. L'histoire du Yi King est l'histoire d'un formidable cheminement intellectuel qui, de saut qualitatif en saut qualitatif, a abouti à ce qu'il est maintenant, mais qui a commencé il y a plus de 3500 ans. À cette époque-là, les Chinois ne savaient pas écrire. Ils pratiquaient des opérations oraculaires sur des carapaces de tortues. Et puis comme c'est des gens, pour savoir quelle était la qualité du moment, c'est-à-dire si c'était le bon moment pour faire ce qu'ils envisageaient de faire. Ce sont des souverains, bien sûr. Et ça, c'est une vieille idée chinoise. Le peuple chinois sont les plus vieux agriculteurs du monde. Ils cultivent les céréales depuis plus de 10 000 ans, depuis qu'elles font partie du patrimoine de l'humanité. Et un agriculteur, ce qui l'importe, c'est quand est-ce qu'il faut planter, quand est-ce qu'il faut biner, quand est-ce qu'il faut greffer. C'est la qualité du moment qui conditionne la réussite ou l'échec de ce qu'on veut entreprendre. Donc, ils avaient ces opérations oraculaires sur carapace de tortue qui leur permettaient d'analyser la qualité énergétique du moment.
Puis comme ce sont des gens sérieux, ils conservaient leurs pièces, leurs carapaces, de façon à pouvoir vérifier a posteriori. Et c'est le premier saut qualitatif, c'est d'organiser une rétroaction. On revoit ce qu'on avait analysé pour savoir si l'analyse qu'on avait faite était juste ou non. Mais comme tous les gens qui font des archives, ils ont eu des problèmes d'archivage. C'est-à-dire comment s'y retrouver. Et donc ils ont pris l'habitude de graver à même les carapaces des petits signes indiquant la date, l'officiant, la question, la réponse et la synthèse. Et ces petits signes sont les ancêtres de tous les idéogrammes chinois. À partir de là, pour différentes raisons, et en particulier la disparition des tortues d'eau douce en Chine du Nord, ils ont été obligés de faire un saut qualitatif pour passer à une analyse plus générale de la situation, et pour cela inventer des mots, utiliser des nombres, et ça leur a pris un bon millénaire. Et puis, à l'époque des Han, la grande dynastie des Han, de moins 200 à plus 200, le texte a été codifié et arrêté, et c'est le texte que nous connaissons. C'est pour ça que le Yiking est un livre sans âge et sans auteur, puisque c'est le résultat d'une longue distillation qui a pris 1500 ans avant d'arriver au texte actuel. Texte qui est à la base du mode de pensée chinois et qui est le livre qui a été le plus lu et étudié, étant donné que vous n'étiez pas un lettré considéré si vous n'aviez pas, si vous ne connaissiez pas le Yiking par cœur et si vous n'aviez pas écrit un commentaire du Yiking. Et quand on multiplie les millions de lettrés par les siècles de l'Empire chinois, on a le livre qui a été le plus étudié quand l'empereur Guangxu a voulu mettre de l'ordre dans sa bibliothèque au XVIIIe siècle. Les mandarins ont mis 5 ans à ranger sa bibliothèque et lui ont dit « Vous avez 14 000 livres dans lesquels il y a Yiking sur le titre. » Donc, un livre sans âge et sans auteur qui est constamment commenté depuis 2000 ans. D'accord. Et alors, j'avais lu quand même que Fo-Yi était considéré comme, peut-être pas l'auteur, mais une personne importante du Yiking, donc c'est pas le cas, peut-être ? Fo-Yi, en chinois, Fuxi, est un personnage légendaire. L'esprit chinois n'aime pas beaucoup les inventeurs, les découvreurs, parce que ceux-ci bousculent l'harmonie préalable. Et parmi les sauts qualitatifs qu'il y a eu dans le Yiking, il y a eu l'idée de représenter le squelette énergétique des situations par des lignes continues ou redoublées, organisées sur 6 niveaux que les jésuites ont appelés les hexagrammes. Et puis, à force de réfléchir sur ces figures linéaires abstraites, les lettrés chinois de l'époque des Han en ont extrait des composants, en particulier des composants, des groupes de 3 traits superposés que les jésuites ont appelés des trigrammes. Et ça a ouvert l'outil, ça a démultiplié l'outil Yiking en permettant de l'appliquer à beaucoup de domaines de la vie quotidienne. Seulement, il a bien fallu trouver un père putatif pour ces trigrammes. Et donc on a inventé la légende de Fuxi regardant une tortue qui barbotait dans le fleuve jaune.
et lisant sur sa carapace les trigrammes. Mais il faut faire attention aux légendes chinoises. Elles disent toujours la vérité, mais sous une forme allégorique. Fuxi n'a pas reçu les trigrammes comme d'autres textes fondateurs d'autres civilisations ont été reçus par des Moïse, par des Mahomet, etc. Non, il a lu ces trigrammes dans la nature. Encore une fois, ce peuple de paysans considère que la nature est le meilleur des professeurs parce que la nature a la longévité pour elle, parce qu'elle se renouvelle à chaque printemps. Et puis il n'a pas lu ça n'importe où dans la nature, il a lu ça sur une tortue. C'était la manière de dire, ça vient de ce que je viens de vous raconter, de nos lointains ancêtres qui pratiquaient des opérations oraculaires sur carapace de tortue. C'est-à-dire que les Chinois ne sont pas dupes de leur légende. Ils savent que c'est juste une manière de présenter les choses. Par contre, beaucoup d'auteurs occidentaux, surtout peu habitués au mode de pensée chinois, prennent les légendes chinoises pour de l'argent comptant. C'est pour ça que le personnage de Fuxi est beaucoup plus à l'honneur en Occident qu'en Chine. D'accord. Et justement, vous dites que l'esprit du Yiking et l'esprit chinois est très lié à la nature. Et c'est vrai que quand on regarde les hexagrammes qui composent le Yiking, c'est toujours à partir de la grande triade terre, homme, ciel. Et d'ailleurs, ce que je me suis fait comme réflexion, alors j'ai lu à la fois qu'à l'intérieur de ce qui représente l'homme, donc les deux traits du milieu, si j'ai bien compris, il y avait un trait qui potentiellement pouvait représenter l'amour. Alors je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Et d'un autre côté, en voyant un peu l'ensemble des hexagrammes, je me suis fait la réflexion qu'il n'y avait pas l'item d'aimer ou d'amour. Et je me disais, est-ce que ça c'est une lecture plutôt judéo-chrétienne parce qu'il y a cette notion qui revient souvent avec le christianisme, ou est-ce que c'est présent de manière sous-jacente dans l'esprit du Yiking, ou est-ce que c'est pas du tout sa problématique? C'est une excellente question. L'idéogramme qui correspond au mot amour n'existe pas dans le Yiking. Il ne se trouve nulle part. Et dans les commentaires officiels, on le trouve juste 2-3 fois, ce qui est peu pour un texte de 10 000 mots. Et pourquoi cela? Parce que la question du Yiking, la question à laquelle le Yiking cherche à répondre et à laquelle il nous aide à répondre, c'est comment faire pour se conduire d'une manière droite dans une société qui ne l'est pas. Quelle est l'attitude juste au moment opportun? Et c'est pour ça que tous les noms des hexagrammes sont des verbes d'action. Ils s'appellent diminuer, attendre, reculer, rétablir brutalement l'harmonie, etc., etc. C'est un livre de stratégie de la vie quotidienne. Voilà pourquoi l'amour et tout ce qu'il y a autour, dedans, au-dessus et en dessous en Occident n'a pas trouvé sa place dans le Yiking. C'est pas sa tasse de thé. Et parce que, en particulier, l'amour est un sentiment, pas une stratégie. Et le Yiking est un livre de stratégie de la vie quotidienne. Par ailleurs, j'ai parlé des hexagrammes qui sont tous des stratégies. Ils forment un tout et les analyses que vous avez signalées de la division selon la triade
entre la terre, le ciel et l'être humain, parce qu'un homme sur deux est une femme, donc je me refuse à employer le mot homme pour parler de la gente humaine. C'est une grille d'analyse qui est venue par la suite. Mais elle est séduisante et donc c'est pour ça qu'elle a beaucoup cours ici, parce que c'est facile, il n'y a pas à se colter avec le texte. Mais fondamentalement, le Yiking est un texte. Et les hexagrammes, les figures linéaires, qui permettent à des gens qui ne connaissent pas le chinois d'utiliser le Yiking, c'est ce qui le rend universel. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce livre qui est typiquement chinois peut être utilisé par des gens qui n'ont aucune notion de cette langue. Et l'une des raisons pour lesquelles le Yiking est un livre de stratégie de la vie quotidienne, c'est parce que l'idée de ténacité, d'endurance, de petits pas y est souvent conseillée. C'est même pire que ça. Je veux dire par là que les stratégies yin sont 2 fois plus souvent conseillées que les stratégies yang. Pourquoi ? Parce que les stratégies yang, on n'a pas besoin du Yiking pour les avoir. C'est une réaction primaire. On vous insulte, vous répondez par une insulte. On vous bouscule, vous poussez. Il n'y a pas besoin du Yiking pour ça. Par contre, on vous pousse, vous reculez. Et là, c'est l'autre qui tombe avec sa propre force. C'est le principe du judo. Judo, c'est la prononciation japonaise de 2 mots chinois, jōta, la voie du yin, la voie de la souplesse. Seulement, pour savoir que reculer est un moment offensif à long terme, là on a besoin du Yiking. Et c'est pour ça que, en privilégiant 2 fois plus souvent les stratégies yin que les stratégies yang, la ténacité, l'endurance, la patience, il aide à calmer le yang. Et donc, selon l'idéal confucéen, à faire baisser le niveau d'agressivité dans les rapports entre les êtres humains. D'accord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept du yin et du yang, si je comprends bien, le yang, c'est la réaction et tout ce qui concerne l'action, alors que le yin, c'est plus la réflexion et la réception, on va dire, au sens large. Oui, on peut plutôt dire que les stratégies yang sont une concentration de l'action en un point, en un moment. Alors que les stratégies yin sont une dilution de l'action sur un espace et une durée. D'accord. C'est pour ça que, par exemple, 2 verbes français décrivent ça très bien. Attaque et défense. L'attaque, c'est toujours une concentration de force en un point. La défense, c'est un rempart, par exemple, et un rempart dans lequel il y a besoin juste que 1 ou 2 soldats tournent. Et puis s'il y a un problème, à ce moment-là, on appellera les autres et on aura une réaction yang. Et que donc, par exemple, ça permet de comprendre des choses tout à fait banales. On dit qu'on attrape une maladie, mais on n'attrape rien du tout. On tombe malade. Pourquoi on tombe malade ? Parce que notre système de défense yin a eu une faille. Parce que sinon, comme tous les êtres vivants, nous avons un système de défense. Des virus, il y en a tout le temps, il y en a partout. Mais simplement, tout être vivant est constitué pour lutter contre. Et quand cette défense yin fait défaut, là, l'attaque nous rend malade. Elle entre dans le système. C'est cela. Et c'est ça qui est... Vous voyez déjà comment, en parlant de choses tout à fait simples, on voit comment le mode de pensée yin-yang, parce que
dès qu'on dit le yin et le yang, on sépare. Et ça devient les deux potiches de chaque côté de la cheminée. Et ça devient les garçons et les filles et toutes les conneries que ce genre de choses amène. Alors que yin-yang, c'est le penser par deux. C'est l'idée que c'est que, comme le disait le président Mao, alors j'aime bien citer le président Mao parce qu'on parle peu souvent de lui quand on parle du Yi-King. Mais il disait un se divise en deux. C'est-à-dire toute situation a un aspect yin et un aspect yang. Mais il ne pouvait pas parler d'yin et yang, ils auraient fait vieux jeu, alors il le disait autrement. Et c'est se rappeler par exemple qu'un jour, c'est un jour et une nuit. Et qu'il ne peut pas y avoir de jour sans nuit. Et que seulement le problème du yin, c'est qu'il est invisible. C'est que donc on pense qu'il est inutile. On pense qu'il est inefficace. Et que, évidemment, agir, ça se voit. Dormir, non. Seulement essayez de passer une nuit blanche et vous verrez l'utilité du yin. Ok ? Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans le Yi-King, c'est que ça nous permet d'avoir une vision plus large que celle de notre société qui privilégie le yang, l'action, le mal, le chef, etc. etc. Et c'est pour ça que les stratégies yin sont 2 fois plus souvent conseillées dans le Yi-King que les stratégies yang. Ce qui veut dire ce qui veut dire que quand le Yi-King vous conseille une stratégie yang, c'est qu'on traînait des pieds. C'est qu'on ne voulait pas bouger, c'est qu'on ne voulait pas agir. Parce qu'il y a des stratégies qui sont brutales. Par exemple, il y a une stratégie type qui consiste à rétablir brutalement l'harmonie. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, rétablir brutalement l'harmonie ? En français, ça s'appelle taper du poing sur la table. Parce qu'il y a des fois où ça cause tellement qu'il faut un moment faire quelque chose de brutal. Alors là, tout le monde s'arrête et là, on peut recommencer à parler doucement. De la même façon, ça nous aide à comprendre des contradictions. Éduquer ses enfants, c'est les aimer, évidemment. Mais il y a des fois où pour indiquer à un enfant qu'il a franchi une ligne rouge de façon grave, eh bien, une paire de gifles s'impose. Il faut poser un cadre, des limites. Ben oui, c'est ça l'éducation, bien sûr. Et à quel hexagramme pourrait correspondre à cette idée de taper du poing sur la table, comme vous dites ? La situation type numéro 21, qui s'appelle en chinois mordre et unir. Et qui dit bien la brutalité c'est pour ça que je le traduis par rétablir brutalement l'harmonie. Mais l'idéogramme chinois signifie mordre et unir. Parce que c'est à la fois mordre et réunir. Ouais. Et qui passe par quelque chose de pas très agréable pour ensuite être dans l'harmonie, quoi. C'est ça, absolument. Et alors que chez nous, brutalité et harmonie sont contradictoires. Oui. Mais non, ils sont en rapport yin-yang. Un zeste de brutalité permet de réunir... Et vous voyez comment le mode de pensée yin-yang peut nous aider à sortir des contradictions dans lesquelles le mode de pensée occidental, oui, non, pire, homme-femme, nous enferme. Et que c'est ce qu'il y a de... C'est ça le grand apport du Yi-King. Et s'il n'y avait pas cet apport du Yi-King, j'aurais pas osé passer tant de temps à l'étudier et à le transmettre. Vous remarquez en passant qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit du tout depuis le début, parce qu'elle n'a rien à voir avec le Yi-King. Dites-moi. Le Yi-King ne prédit pas l'avenir. Parce que les Chinois ne sont pas des songe-creux. Ils savent très bien que l'avenir est imprévisible. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit erratique. Ce qui veut dire qu'il suit une loi immuable. C'est la suite des saisons. Encore le peuple de paysans. Mais que cette loi comme toute loi immuable,
son application est aléatoire. Je m'explique. Je peux vous prédire que dans 6 mois, il fera beaucoup plus chaud que maintenant. Parce que là, nous sommes en automne, nous approchons de l'hiver. Mais dans 6 mois, ça sera le printemps. Sauf que, qu'est-ce qu'on aura comme printemps en 2026 ? Personne ne le sait. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il y aura un printemps en 2026. Est-ce qu'il sera pluvieux ? Est-ce qu'il sera précoce ? On ne sait pas. Un autre exemple. Tous les visages humains sont construits de la même façon. Nous avons tous les 2 yeux de chaque côté du nez et la bouche sous le nez. Vous connaissez 2 visages pareils. Donc vous voyez comment le mode de pensée yin-yang du Yiking nous aide à concevoir ce qui est pour nous l'inconcevable, à savoir le rapport entre le cristal et la fumée, le rapport entre l'ordre et le désordre. Et que donc, et c'est pour ça que l'analyse du moment, si elle est prise dans une perspective saisonnière, elle devient tout à fait efficace. Et par exemple, ça permet aussi ce qu'il y a d'aussi intéressant dans le Yiking, c'est qu'il nous permet d'avoir une vue à plus long terme que le moment. Il y a c'est pour un ça hexagramme. Que vous avez hexagramme de perspective à chaque fois dans le Yiking. Oui, c'est ce vers quoi ça tend. Mais nous sommes en ce moment au début de l'automne. La perspective, c'est l'hiver. Et que donc, il serait temps de sortir les pulls de la naphtaline. Parce qu'on va en avoir besoin. Mais en même temps, il y a un hexagramme qui s'appelle progresser pas à pas. Et qui nous apprend que toute progression suit, quel que soit ce qu'on apprend, quelle que soit la progression, suit le rythme, 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Ce pas en arrière, c'est ce qui garantit la progression. Prenez l'exemple d'apprendre une langue. Vous apprenez une langue, vous allez voyager dans un pays étranger, au bout d'une semaine, vous savez dire bonjour, bonsoir dans la langue du pays. Vous y restez 1 mois, vous savez déjà dire comment ça va, et puis vous y restez 1 an et vous pouvez avoir une discussion avec les gens. Mais à chaque fois, vous avez atteint un palier d'incompétence. Au bout d'une semaine, vous dites bonjour, bonsoir, mais c'est tout ce que vous pouvez dire. Et c'est si vous continuez que vous pouvez dépasser ce palier d'incompétence. Et donc, ce pas en arrière, qui est pour nous vu comme une reculade, comme un échec, est au fait ce qui garantit la progression. Ce qui fait que, par exemple, il m'est souvent arrivé d'avoir des gens qui posaient la question « Où en suis-je dans telle progression ?» Progression qui peut être l'acquisition d'un domaine, par exemple la médecine traditionnelle chinoise, mais qui peut être aussi ma relation amoureuse avec machin. Et en général, quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on est dans le pas en arrière. Et là, on se dit, mais j'avance plus. Zut alors. Ben non, au contraire, chouette. Ça veut dire qu'on a avancé. Et par exemple, que dans une relation amoureuse, ça permet de voir si on est dans l'automne de la relation ou si on est dans un jour pluvieux de printemps. Et que donc c'est comme ça que le Yiking nous aide à avoir l'action juste au moment opportun. Et que en sachant dans quelle saison on est. Et que donc et donc d'adapter notre attitude à la saison, au moment, à l'énergie du moment. Et c'est pourquoi, si on doit comparer le Yiking à quelque chose, c'est à une boussole. Une boussole ne nous dit pas comment aller, mais elle nous dit la direction pour y aller. Et en fait, si on doit la comparer à quelque chose, c'est pas comparer le Yiking à un objet occidental, c'est pas à la boule de cristal, c'est au sextant. Cet outil d'une simplicité biblique, j'ose le mot, d'une simplicité technique
qui permet de se repérer quand il n'y a plus de repères, par exemple quand on est au milieu de l'océan. Et donc, et c'est ça qui fait que le I Ching a toujours été tenu en haute estime par les lettrés confucéens chinois, parce que ça aide à avoir l'attitude juste au moment opportun. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est vrai que nous, en Occident, on a plus le concept de la dualité qui apparaît un peu dans toutes les situations. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas ça chez les Chinois. Et que finalement, on est un peu dans une mode actuellement. En fait, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, positif, négatif, et avec une envie d'être tout le temps dans le positif parce que le dit négatif serait mauvais. Et finalement, dans la tradition chinoise, il n'y a pas ça puisque, comme vous dites, l'ombre et la lumière, ça fait partie d'un même tout. Oui. Donc, dans un certain contexte, c'est normal, des fois, de passer par, on va dire, le creux de la vague pour pouvoir mieux changer de palier, en fait, bien qualitativement. Sûr. Et dans tous les contextes, il y a 1 se divise en 2. Toute situation est à la fois yin et yang. C'est ça. Et le rapport entre les deux évolue. Et c'est ça qui est important et que justement, ça nous apprend cette chose que la civilisation occidentale a trop oubliée, l'importance du yin, l'importance du silence, l'importance de la nuit, l'importance et l'importance du fait que tout ce qui vit commence par un temps yin. Vous posiez au début la question de savoir quand était né le I Ching. On ne peut pas savoir puisque ça naît dans le yin. Et en même temps, si je vous demande quand êtes-vous né, vous allez me répondre le jour où vous êtes sorti du ventre de votre mère. Mais vous avez bien vécu avant. Et donc quand mais on ne peut pas savoir, parce que c'est à l'intérieur du ventre de votre mère. Et donc, on ne peut pas donner le jour où ça commence. Et c'est pour ça que la fête, le Nouvel An chinois ne s'appelle pas Nouvel An, mais s'appelle la fête du printemps. Parce que le flux vital, dans les arbres, le flux vital pousse vers le ciel pendant la période yang de l'année, printemps, été. Et les arbres font des feuilles, des fleurs, des fruits. Puis à un moment, ce mouvement vers le haut du flux vital cesse et il se met à redescendre. C'est pour ça que les feuilles n'étant plus irriguées, elles sèchent et elles tombent. Mais nous appelons l'hiver la morte saison. Les Chinois ne comprennent absolument pas cette expression. Parce que en hiver, les arbres travaillent comme en été. Simplement, ils poussent vers le bas. Ils font des racines. C'est pour ça que quand vous transplantez un arbre, il faut le faire au début de l'automne, pas à la fin de l'hiver. Et puis il y a un moment où le mouvement va repartir vers le haut. Mais comme ça se passe au fond du yin, à l'intérieur de la terre, au bout des racines, on ne peut pas savoir quand c'est exactement. La seule chose, c'est que c'est en général en février, vers début février. Et si vous remarquez, c'est vers début février qu'on commence à apercevoir que les jours rallongent, qu'on commence à apercevoir que les oiseaux chantent, etc., et que donc le printemps va venir. Et c'est pour ça que les Chinois, qui sont des gens pragmatiques, ne fêtent pas le Nouvel An le 1er janvier, mais fêtent le retour du printemps avec une date variable. D'accord. Le Nouvel An chinois ne peut pas être avant le 17 janvier, il ne peut pas être après le 18 février. Parce que c'est la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Oui, c'est ça, c'est sur le calendrier lunaire. Oui, mais l'important, c'est que la fête du printemps ne peut pas être à une date fixe. Parce qu'on ne peut pas savoir quand il y a ce retournement du flux vital qui réenclenche l'année suivante. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le yin. Et effectivement, ça faisait partie de mes questions. C'est vrai qu'il y a souvent le terme de ténacité, pas à pas, etc.
Et moi, j'ai aussi l'impression que c'est une forme d'humilité, en fait, dans la tradition chinoise, quand je lis ça. Et je pensais aussi à un autre concept que j'ai pu lire, qui est un peu... Enfin, qui est connu sous le nom du non-agir. Je pense que c'est une mauvaise traduction, parce qu'on a du mal ici en le traduisant de cette manière, à comprendre, à palper ce que ça peut être. Et est-ce que dans la voie du yin, vous mettriez aussi le non-agir ? En tout cas, je ne le mettrai pas dans le Yiking. D'accord. C'est une idée taoïste, et le Yiking n'est pas taoïste, le Yiking est confucéen. D'accord, donc il n'y a pas d'influence taoïste ? Non. Mais la place qu'a pris le Yiking dans la culture chinoise fait que les taoïstes en ont fait une version, les bouddhistes en ont fait une version. Mais le texte qui a été fixé il y a 2000 ans, lui, est inchangé depuis lors. Quant à non-agir, c'est une sotte traduction de cette expression importante que François Cheng, le plus grand lettré chinois francophone, et notre pays s'est honoré en les lisant à l'Académie, nous a enfin expliqué. Ça veut dire ne pas forcer les choses. Et non, la meilleure traduction de non-agir, c'est un proverbe. On ne fait pas pousser des poireaux en leur tirant dessus. Et il y a le même proverbe en chinois, mais sauf que c'est plus des poireaux, c'est du riz. Mais c'est tout. Et que donc le non-agir, c'est ne pas gâcher l'action par l'action. C'est ne pas forcer les choses. Et ça, c'est... Donc il ne s'agit pas de rien faire. Ce n'est pas une stratégie de roi fainéant. C'est une stratégie de paysan qui sait qu'il y a des moments pour faire les choses et des moments pour ne pas les faire. C'est toujours cette idée d'avoir l'action juste au moment juste. Exact, c'est ça la chose importante. Et c'est ça qui fait l'honneur du Yiking. Et c'est pour ça que depuis 40 ans, j'essaye de sortir le Yiking du rayon divinatoire où il n'a rien à faire. Et je repensais à la structure du Yiking. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc on fait un tirage, on pose une question, on peut faire un tirage avec des pièces de monnaie, mais il y a d'autres manières. Et puis ça renvoie à des traits qui vont donner un hexagramme. Et puis après, dans le livre, vous allez trouver à quel hexagramme ça correspond. Et puis là, il y a tout un texte. Il y a ce qu'on appelle le jugement, la grande image, les commentaires, les ailes. Et j'ai l'impression que pour les ailes, alors je ne sais pas si j'ai bien lu, vous étiez moins attardé dessus que sur le reste. Est-ce que ça a une raison particulière ? Bien sûr, c'est des commentaires. D'accord. C'est des commentaires officiels. Mais ce qu'on utilise quand on interroge le Yiking, et à ce sujet, je voudrais faire une précision. Pour interroger le Yiking, il faut écrire une question. C'est parce que c'est un engagement. Et en plus, c'est plus facile de se concentrer sur une question écrite que sur une question qui tourne dans la tête. Et il faut écrire une question avec un verbe d'action dont on est le sujet. Comme ça, si on garde cette règle, ça nous délivre de tout débordement divinatoire. Et je vais vous donner un exemple de cela. Un jour, une dame, à un moment, je faisais des lectures d'hexagrammes en public, et des gens venaient poser une question, et puis on analysait la réponse tous ensemble. Ce qui déjà est une grande, c'est une incise, une des grandes finesses du Yiking, c'est qu'il est capable de donner une réponse extrêmement intime à une personne en public. Quand quelqu'un demande « Comment dois-je me comporter vis-à-vis de X ?», le Yiking va lui dire « Tu avances, tu recules, tu fais ci, tu augmentes, tu diminues ». Il va lui donner une stratégie, mais seule la personne sait qui est X. C'est en ça où il peut y avoir des tirages, des lectures d'hexagrammes en public, parce que ça respecte totalement l'intimité de la personne. Je reviens à la question. Poser une question au Yiking, c'est l'écrire avec un verbe d'action dont on est le sujet. Ça, c'est bien parce que ça exclut toutes les dérives divinatoires.
Parce que si vous dites... Et donc l'exemple que je voulais vous donner, une dame arrive au mois d'octobre et dit, voilà, je voudrais demander au Yiking si mon fils va avoir son bac. Alors on lui explique gentiment qu'elle s'est trompée, il faut qu'elle aille, pour avoir une réponse à cette question, il faut qu'elle aille voir Madame Irma, mais pas le Yiking. Et donc on lui explique, et comme cette femme était ouverte et intelligente, elle comprend très bien, et elle reformule sa question. Et ça devient, que dois-je faire pour aider mon fils à avoir son bac ? Vous voyez comment on est passé d'une demande d'information sur l'avenir, qui est un abandon de sa liberté. Parce que si l'avenir était prévisible, on ne pourrait rien faire. Or, l'avenir nous appartient en partie. Et la transformation, en incluant un verbe d'action dont la personne est le sujet, on retrouve toute la dignité confucéenne du Yiking. Et donc, elle fait son tirage, et c'est là que mes ennuis ont commencé. Parce que la réponse du Yiking est parfois ironique. Et que l'hexagramme, la situation type que cette femme avait fait apparaître par l'utilisation aléatoire des pièces ou des baguettes. Et la situation type numéro 33, qui s'appelle « faire retraite ». Autrement dit, le Yiking lui disait « lâche-lui un peu les baskets ». Vous vous rendez compte ? On est en octobre et elle commence à flipper pour le bac de son fils qui est en juin. Et en sous-jacent, fais-lui confiance. Il a sa propre responsabilité. Absolument. Aussi. Et surtout, ne lui balance pas ton angoisse. Oui, ça responsabilise la personne, ça la met dans sa partie adulte. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser le Yiking pour soi, mais c'est difficile d'être à la fois jugé parti, donc il vaut mieux toujours faire vérifier une analyse de tirage par une personne qui a un peu l'habitude. Et on peut très bien faire des Yiking pour quelqu'un, à condition que la question soit posée avec un verbe d'action dont la personne est le sujet. Et de toute façon, j'ai trop souvent entendu, mais moi je ne connais pas assez le Yiking pour faire des tirages pour les gens. Mais je dis, c'est pas la peine, ne vous bilez pas, il y a un texte. Oui. Si la réponse du Yiking, c'est la situation type numéro 5, attendre, vous dites à la personne, le Yiking te conseille d'attendre. Ce n'est pas de l'interprétation. Oui. Simplement, il faut une traduction qui soit à peu près, qui tienne la route. C'est pour ça que le livre que vous m'avez demandé de dédicacer pour votre ami, c'est la 4e traduction que j'ai faite, et je suis en train de la critiquer, parce qu'il y a des erreurs. Et de toute façon, une traduction définitive du livre des changements est infidèle à son titre. Mais en même temps, il y a une phrase de Confucius qui me guide depuis longtemps, qui dit « Quiconque est capable de recueillir un savoir ancien est apte à enseigner ». Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on retrouve le pragmatisme chinois. Recueillir n'est pas un verbe que Descartes aurait employé. Et il signifie toujours en chinois cuire à la vapeur. Et c'est ça. Et que donc, et il se passe en ce moment un mouvement à l'intérieur du centre Joey que je trouve passionnant, qui est de démachiser le Yiking chinois. Dans quel sens ? Dans le sens que il y a des dynasties réactionnaires qui ont dévalorisé le yin, comme tous les réactionnaires de tous les pays. Et l'ennui, c'est que c'est devenu le mainstream, c'est devenu le courant dominant. Et que donc, il est temps de sortir de là et de redonner sa valeur au yin. Et vous remarquez, il n'y a pas que dans le Yiking qu'il est bon de redonner sa valeur au yin. Exactement. Et juste pour terminer, moi-même, avec ma petite expérience d'avoir fait des tirages, je dirais aussi que, je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, que le Yiking, il répond à la fois sur le contexte et la question concrète, mais il répond sur l'être à des sujets beaucoup plus larges, mais qui touchent toujours juste.
Oui. Est-ce que vous avez constaté ça aussi? Totalement, bien sûr. C'est en quelque sorte, et c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on dit le Yi-King dit ça, mais non. Un livre ne dit rien. Mais le processus de tirage, le fait d'écrire la question, la manipulation aléatoire, tout cela nous reconnecte avec la partie de nous-mêmes qu'on a trop l'habitude de laisser muette. Et c'est ça, et que c'est pas le Yi-King qui répond, c'est nous-mêmes qui entendons la réponse que nous avons en nous-mêmes. Mais donc il y a cette idée de reconnexion qui est importante et qui permet de... C'est une forme de miroir, un petit peu. Non. Non. Le mot miroir ne va pas là. Non, je pense à un conseil qui apparaît plusieurs fois dans le Yi-King. On vous dit il est favorable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Et je me suis toujours demandé qui c'était cette personne. Et le mot chinois est excessivement banal. Alors qu'en Chine, les positions hiérarchiques des gens sont très très précises. Et donc brusquement, je me suis dit, mais est-ce que cette personne a vraiment de l'importance ? Est-ce que le fait d'aller voir quelqu'un pour lui expliquer sa situation oblige à faire le récit de sa situation ? C'est-à-dire de transformer quelque chose qui nous oppresse à l'intérieur en un récit extérieur que l'on peut contempler. Ça s'appelle descendre du vélo pour se regarder pédaler. Et que donc cette personne, cet être d'envergure, en fait c'est quelqu'un qui nous aide à prendre de l'envergure. Et il pourrait très bien ne pas exister. Et ça pourrait très bien être une lettre qu'on envoie à quelqu'un mais qu'on ne poste pas, mais qu'on peut relire. Ou bien une cassette qu'on enregistre et qu'on n'envoie pas, mais qu'on peut réécouter. Et voyez, ce processus de sortir ce qui nous oppresse pour en faire un objet qu'on peut contempler, c'est ça qui nous reconnecte avec la partie la plus intime et la plus efficace de nous-mêmes. Il y a un peu le même concept en logothérapie, même si c'est beaucoup plus récent, on en avait parlé un peu, c'est finalement l'autodistanciation par rapport à sa propre situation, le fait de l'extérioriser. Oui. Ben, nous sommes d'accord là-dessus. Ouais, je ne connaissais pas tout ça, mais je trouve ça très bien. Et vous parlez justement de l'importance du yin, et je me dis que finalement, aujourd'hui, dans la Chine contemporaine, est-ce qu'il y a encore de la place pour le Yi-King et là, est-ce qu'il est encore très pratiqué ou pas ? Est-ce que vous savez quelque chose sur ça ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que personne ne peut répondre à cette question. Imaginez un Chinois qui pose la question « Est-ce que les Français trient en famille ?» C'est impossible de répondre. Vous pouvez répondre pour votre famille, vous pouvez répondre sur la fréquentation des églises, des mosquées, des synagogues, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Et que donc l'usage extérieur du Yi-King, il existe en Chine. L'usage taoïste du Yi-King, il existe en Chine, et c'est une perversion qui est une dévalorisation. Par contre, l'usage confucéen du Yi-King, il est personnel, familial, individuel, invisible. Maintenant, il y a en Chine en ce moment, comme dans tous les pays qui sont soumis à une vague réactionnaire, une survalorisation machiste du mal dominant, du yang, et tous ces genres de choses dont nous avons constamment à nous débarrasser pour redonner au yin la place qu'il doit avoir.